Moi, dans mes rêves de cabane, c'est plus petit. Moi, dans 12 mètres carrés m'aurait suffi. Il y a parfois des gens qui ont des grandes envies de châteaux ou de manoirs. Moi, la cabane de jardinier, c'est déjà trop grand pour moi. Cette forêt, c'est quand même 6 hectares dans une région difficile d'accès, pentue, humide. Mais dans notre petit espace, c'est un bonheur. J'ai découvert cet endroit par hasard il y a de très nombreuses années. Ça a été un choix quand je me suis rendu compte que le bonheur pouvait être dans le petit bois derrière chez moi. Le baromètre naturel est au plus haut. Il est d'accord avec le baromètre scientifique. Le plus haut point pour l'instant mesuré, c'est celui-ci. Et il peut descendre avec une amplitude hyper importante jusqu'ici. En fait, c'est ce qui se passe aussi naturellement sur les branches des épicéas. Ça fonctionne avec le temps réel, donc c'est en haut quand il fait beau, c'est en bas quand il pleut. Faut pas trop compter dessus pour organiser son week-end. L'hiver, je peux travailler à l'intérieur. L'été, je suis beaucoup plus dehors, etc. Mais les 2 premières années, je les ai passées à regarder l'atelier abri depuis l'extérieur. J'arrivais pas à entrer, tellement j'étais bien à l'extérieur. J'ai toujours eu de la peine à suivre le groupe. Depuis tout petit. Tout début des années 70, hein, j'avais 16 ans. J'avais un look de hippie, des petites lunettes rondes, des cheveux longs, une blouse marocaine. Mais moi, j'étais pas du tout attiré par l'Orient. Moi, je rêvais, c'était Jemar Johnson, la Vallée Blanche, le trappeur solitaire et des choses comme ça. Et à 16 ans, je suis parti en autostop depuis mon petit bled de Saint-Maurice. Et puis après, je suis parti jusqu'en Suède. Et là, j'ai fait plein de découvertes et ça a été fondamental pour moi. Tu arrives dans une forêt, tu fais 50 mètres et tu peux fermer les yeux et te dire qu'il reste 2000 km de forêt. Tu pourras aller tout droit, il n'y a que des forêts et des lacs. Et en même temps, je redécouvre l'artisanat, un vrai artisanat. Contrairement à un artisanat qui était déjà un artisanat un peu de parodie, des néo-artisans qu'on avait au début des années 70 chez nous. Alors, un morceau de bouleau tout frais, coupé hier. Dans les arbres, il y a des cuillères. Où est-ce qu'on pourrait trouver une cuillère? On voit toujours ces artisans avec un œil, des gars qui ont peur de rien, etc. Ils se lancent. Moi, je me suis mis à mon compte à 23 ans, avec déjà un enfant. C'est à la fois de l'inconscience et de la confiance. Hein.
Le geste est partout. On a besoin du beau geste. Sans geste, on n'existe pas. C'est pas possible de dissocier la main et le cerveau. Moi, j'ai fait un apprentissage d'ébéniste au départ. Voilà. Après une première année d'apprentissage de mécanicien de précision, où c'était terrible, j'avais un prof de technologie. Un jour, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, veuillez, avec tes petites lunettes rondes, là, moi, je te vois qu'une musette et un fil à papillon. Mais ce type avait raison. J'ai le souvenir de mon grand-père assis sur une chaise, il posait sa montre de poche, un petit couteau, de quoi percer, quelques bocaux de peinture, et il construisait des moulins. Il empilait ses constructions les unes sur les autres, il faisait grimper ma grand-mère sur un tabouret qui était une petite boulotte, et on glissait de la semoule, et qui faisait tourner ces moulins avec des personnages qui sortaient, des choses comme ça. Moi, j'ai ce souvenir que mes tantes me tiraient la frange en arrière et puis disaient oh, il a le front à Paul. Moi, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. J'ai compris après, quand j'ai entendu parler de mon grand-père, en disant qu'il était un petit peu particulier, voire original. Moi, j'aurais rêvé d'être potier. Pouf, de la terre, un tour, hop, on fait des bols. Mais ça marche pas comme ça. Immanquablement, la vie t'embarque dans d'autres histoires. Tout d'un coup, on m'a dit « Oh, ce serait bien que, puisque tu es intéressé aux techniques, que tu conseilles des gens qui les ont perdus. » Donc je suis venu complètement par hasard, conseiller et expert pour différents services de monuments historiques. Nous sommes dans la salle dédiée au mobilier de la collection de Chillon. Alors là, on ne fait plus des sifflets. Je fais des sifflets à Chillon, 8 ateliers par année avec les enfants, mais là, c'est le conservateur-restaurateur, c'est plus l'homme des bois. Moi, mon truc, c'est l'analyse matérielle. C'est le geste, c'est comprendre la trace, c'est la lecture d'un objet que ne peut pas avoir un gars qui n'a pas utilisé ses mains. Moi, je me suis mis à dessiner dans le détail tous ces coffres. Et là, tout d'un coup, j'ai passé mes mains aux endroits où avaient passé les mains et l'outil de l'artisan d'il y a 800 ans pour les plus anciens.
petit à petit, tu vois une trace et tu dis, tiens, cette trace, c'est facile. Tu généralises, ça c'est un rabot, ça c'est une gouge, ça c'est un ciseau à bois, ça c'est une scie. Et une fois, je suis arrivé à une conclusion pour un grand comité d'experts en disant, une trace peut en cacher une autre. Là, je me suis mis à faire de l'expérimentation, refaire les gestes avec des outils différents pour voir si on avait la même trace. J'écris des choses scientifiques. Je ris de moi-même. Des fois, je relis ce truc-là 3 semaines après, je me dis, le gars qui aimerait faire de la pratique avec ce que j'ai écrit, sur un tournage, à perche et à pédale, un objet, etc., il est incapable de réaliser le truc. Il y a un langage scientifique qui est un langage de protection. Que le scientifique, c'est impossible de comprendre notre environnement. Il faut y mettre de la poésie. Le haïku, bon, j'ai découvert ça par hasard. Hein. C'est quoi, t'as l'impression d'avoir trouvé quelque chose de rare sous une pierre, et puis tu te rends compte, c'est hyper à la mode avec les haïkus et les machins. Je m'en fous. C'est-à-dire que c'est de pouvoir mettre quelque chose d'immense juste dans ta poche. Chapa parlait au niveau des objets, la tranquille éternité des objets du quotidien. Pour ressentir la tranquille éternité des objets du quotidien, il faut qu'ils te soient familiers, qu'ils rentrent dans ton cœur, dans ton âme, il faut qu'ils vibrent, il faut qu'ils aient un esprit. Si tu n'as pas tout ça, quel bonheur d'avoir un objet qui te parle. Quand je rentre à la cathédrale, je rentre sur un lieu de travail, mais qui m'émeut, qui me donne le frisson, je crois, à chaque fois. Hello. Hey, salut. Ça joue? Ça va et toi? Bien, bien. J'en ai tout. Tout l'arrière a été fini de brosser par Laurent. Et là, on fignole les ferrures au sommet. Mais bonne nouvelle, c'était... Depuis pas mal d'années, c'est une entreprise familiale, en fait, qui se compose de mon fils et de sa future épouse. Alors l'un, bien à l'aise dans tout ce qui est travail de terrain du bois, elle est un tout beau master qui va être un agréable complément à nos occupations. Au niveau diplôme, elle sera en dessus de moi, mais le vieil ours va rester encore là quelques années.
C'est 1275, la consécration de la cathédrale, avec un chantier qui a duré très nombreuses années, et puis maintenant un chantier de restauration, c'est un chantier perpétuel. Les artisans de l'humour ont fait des trouvailles dans des stalles assez particulières. Je me suis rendu compte que le feuillage recouvrant les sexes d'Adam et Ève était maintenu par un clou forgé. Donc je me réjouis de faire partager cette découverte à mes camarades historiens et historiennes. À ces époques-là, le bois était prélevé en forêt, transporté, travaillé directement. Donc on travaillait avec du bois vert. On avait une connaissance de la matière beaucoup plus fine, moi je dirais beaucoup plus intime, beaucoup plus sensorielle qu'on a maintenant. Balthus disait l'amour de la nature te rend religieux. Le pollen encore, hein? Ouais. Là, il y a un caillou. Ouais. Des cailloux. On n'en voit pas assez souvent des cailloux. Tai chi? Ouais. Hein? Ouais, tu vois. C'est toujours la même histoire, hein? Une véritable danse. Moi, je suis plus à l'aise dans un pré que sur une piste de danse. C'est pour ça que je t'invite à faucher. Je t'invite pas à danser. T'avais compris ça depuis longtemps, hein? J'aurais rêvé d'être un moine chartreux, mais il y a quelques... Comment est-ce qu'on dit? Quelques vœux que j'aurais eu la peine à tenir. Non, je suis un vrai solitaire. Je suis même solitaire en couple. Il faut trouver la bonne personne. Ça va, j'ai trouvé. Quand on passe le temps ici, ben voilà, on n'a pas d'électricité, quoi. Un petit panneau solaire, on a l'eau à la fontaine, on sent le feu et la transpiration. On va les mettre rapidement, les patates. Hein? Tu me diras après pour les tomates. Oui. L'hiver, voilà, il y a souvent une marche d'environ 1 heure, là, mais qui te permet alors parfaitement de passer d'un monde à l'autre. Parfait, monsieur. À la tienne? Santé? Bien, hein? Dans mon enfance, on allait écouter le brocard après le souper avec ma grand-mère. Je pissais une goutte aux culottes d'épouvante. Il y avait une dimension poétique, mais pas clairement dite. Avec tous les copeaux.
Moi, les flûtes, c'était pour la compagnie. C'est comme quand on allume un feu et qu'il fait pas froid. L'alpage de Colombir est situé en dessous de Crans-Montana à Minona, 1800 mètres d'altitude. Là, il y a une vingtaine d'années, sauf erreur, une association se crée et décide de sauvegarder du patrimoine local, qui en l'occurrence sont des Mayens. Et moi, j'aurais proposé quelque chose de simple, avec une branche, un couteau, ou des choses comme ça. Bienvenue à Colombir, hein, pour ce stage du bois, une branche, un couteau. Je me permets de me présenter en 2 minutes. J'ai eu cette période nostalgique où tu dis « Oh, ça devait être bien », etc. Il suffit qu'à ce moment-là, tu aies une petite rage dedans. C'est terminé, le passéisme. Hein. La tradition. C'est un mot qui veut strictement rien dire. La tradition de quoi? Qu'est-ce qu'une tradition? Écoutez le son. Écoutez-la. C'est chouette, hein? C'est vraiment quelque chose... Hop, ça se passe en une fois. Je vous propose de rentrer à l'atelier. On va commencer tout de suite. Moi, je vous montre. Là, on a fait glisser la lame. Là, il faut essayer de travailler sur la longueur de la lame, comme ça. Plus vous allez lever votre couteau, ici, donc, hein, vous travaillez. L'homme a toujours été à la recherche du tranchant. C'est indispensable, c'est le contact avec la matière. L'homme s'est toujours posé la question, comment je vais rentrer en contact avec la matière? Regardez. On fait des tout petits copeaux, ou alors on en fait des gros. Mais c'est une sacrée histoire. L'outil pour entrer en contact avec moi, la sincérité. Prenez les couteaux. Ouais, ça marche bien. Eh vas-y, c'est bien, hein. Tu t'y prends bien, en tout cas. Il y a déjà plein de copeaux, hein. Pas de problème. N'hésitez pas vraiment à faire ce mouvement-là, comme une poule. On est ridicule, hein. Mais quand on est tous ridicules, ça passe mieux, hein. Mais si tu t'envoles, on te rattrape. La transmission est un acte d'amour. Donc tu ne peux pas aimer dans le vide. J'aime les autres. Quand je vis ces choses-là, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de les rencontrer. Posez les couteaux. Et là, on arrive à l'ultime étape. On va lui mettre un visage. Hein? Cervantes, le père de Don Quichotte, il ne faut jamais lâcher la main de l'enfant qu'on a été. Il y a 20 ans, j'avais une confiance en les techniques. On allait prendre les objets immortels. Rapidement, je me suis rendu compte que c'était impossible. Donc l'impermanence des choses, elle est là. Maintenant, ça fait 40 ans que je suis dans ce domaine-là. Mais 40 ans, c'est quoi? Je travaille sur des choses qui ont 2000 ans. Mais 40 ans. Je suis un rêveur. La phrase typique, hein, rêve ta vie, vis tes rêves. Et moi, ça a été un peu ça. Hein. J'ai des rêves, et puis je les mets en pratique. C'est ce qui m'a peut-être donné plein de bonheur.